un... Voilà, 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 voilà. Allez. Ok, ok. Enivrez-vous. Je recommence avec celui-là. Je recommence avec celui-là. Enivrez-vous. Il faut être... Wow, ça commence bien. Il faut être toujours ivre. Tout est là. C'est l'unique question. Pour ne pas sentir l'horrible fardeau du temps qui brise vos épaules et vous penche vers la terre, il faut vous enivrer sans trêve. Mais de quoi? De vin, de poésie ou de vertu à votre guise, mais enivrez-vous. Et si quelquefois, sur les marches d'un palais, sur l'herbe verte d'un fossé, dans la solitude morne de votre chambre, vous vous réveillez, l'ivresse déjà diminuée ou disparue, demandez au vent, à la vague, à l'étoile, à l'oiseau, à l'horloge, à tout ce qui fuit, à tout ce qui gémit, à tout ce qui roule, à tout ce qui chante, à tout ce qui parle, demandez quelle heure il est. Et le vent, la vague, l'étoile, l'oiseau, l'horloge vous répondront. Il est l'heure de s'enivrer. Pour n'être pas les esclaves martyrisés du temps, enivrez-vous. Enivrez-vous sans cesse de vin, de poésie ou de vertu. À votre guise. Ok. Déjà? Déjà. Déjà. Déjà? 100 fois déjà le soleil avait jailli, radieux ou attristé de cette cuve immense de la mer dont les bords ne se laissent qu'à peine apercevoir. 100 fois il s'était replongé, étincelant ou morose, dans son immense bain du soir. Depuis nombre de jours, nous pouvions contempler l'autre côté du firmament et déchiffrer l'alphabet céleste des antipodes. Et chacun des passagers gémissait et grognait. On eût dit que l'approche de la terre exaspérait leur souffrance. Quand donc, disait-il, cesserons-nous de dormir un sommeil secoué par la lame, troublé par un vent qui ronfle plus haut que nous? Quand pourrons-nous manger de la viande qui ne soit pas salée comme l'élément infâme qui nous porte? Quand pourrons-nous digérer dans un fauteuil immobile? Il y en avait qui pensaient à leur foyer, qui regrettaient leurs femmes infidèles et maussades et leur progéniture criarde. Tous étaient si affolés par l'image de la terre absente qu'ils auraient, je crois, mangé de l'herbe avec plus d'enthousiasme que les bêtes. Enfin un rivage fut signalé, et nous vîmes, en approchant, que c'était une terre magnifique, éblouissante. Il semblait que les musiques de la vie s'en détachaient en un vague murmure, et que de ces côtes, riches en verdure de toutes sortes, s'exhalait, jusqu'à plusieurs lieues, une délicieuse odeur de fleurs ou de fruits. Aussitôt chacun fut joyeux, chacun abdiqua sa mauvaise humeur. Toutes les querelles furent oubliées, tous les torts réciproques pardonnés, les duels convenus furent rayés de la mémoire, et les rancunes s'envolèrent comme des fumées. Moi seul j'étais triste, inconcevablement triste, semblable à un prêtre à qui on arracherait sa divinité. Je ne pouvais, sans une navrante amertume, me détacher de cette mer si monstrueusement séduisante, de cette mer si infiniment variée dans son effrayante simplicité, et qui semble contenir en elle et représenter par ses jeux, ses allures, ses colères et ses sourires les humeurs, les agonies et les extases de toutes les âmes qui ont vécu, qui vivent et qui vivront. En disant adieu à cette incomparable beauté, je me sentais abattu jusqu'à la mort. Et c'est pourquoi, quand chacun de mes compagnons dit « Enfin !», je ne pus crier que « Déjà !». Cependant, c'était la terre. La terre avec ses bruits, ses passions, ses commodités, ses fêtes. C'était une terre riche et magnifique, pleine de promesses, qui nous envoyait un mystérieux parfum de rose et de musc, et d'où les musiques de la vie nous arrivaient en un amoureux murmure. Les fenêtres. Les fenêtres. Celui qui regarde au dehors à travers une fenêtre ouverte ne voit jamais autant de choses que celui qui regarde une fenêtre fermée. Il n'est pas d'objet plus profond, plus mystérieux, plus fécond, plus ténébreux, plus éblouissant qu'une fenêtre éclairée d'une chandelle. Ce qu'on peut voir au soleil est toujours moins intéressant que ce qui se passe derrière une vitre. Dans ce trou noir où lumineux vit la vie, dans ce trou noir où lumineux vit la vie, rêve la vie, souffre la vie. Par-delà des vagues de toit, j'aperçois une femme mûre, ridée déjà, pauvre, toujours penchée sur quelque chose et qui ne sort jamais. Avec son visage, avec son vêtement, avec son geste, avec très peu de données, j'ai refait l'histoire de cette femme, ou plutôt sa légende.
Et quelquefois, je me la raconte à moi-même en pleurant. Si c'eût été un pauvre vieux homme, j'aurais refait la sienne tout aussi aisément. Et je me couche, fier d'avoir vécu et souffert dans d'autres que moi-même. Peut-être me direz-vous, es-tu sûr que cette légende soit la vraie? Qu'importe ce que peut être la réalité placée hors de moi, si elle m'a aidé à vivre, à sentir que je suis et ce que je suis. Le désir de peindre. Le désir de peindre. Malheureux peut être l'homme, mais heureux l'artiste que le désir déchire. Je brûle de peindre celle qui m'est apparue si rarement et qui a fui si vite, comme une belle chose regrettable derrière le voyageur emporté dans la nuit. Comme il y a longtemps déjà qu'elle a disparu. Elle est belle et plus belle, elle est surprenante. En elle le noir abonde, et tout ce qu'elle inspire est nocturne et profond. Ses yeux sont deux antres où scintille vaguement le mystère, et son regard illumine comme l'éclair. C'est une explosion dans les ténèbres. Je la comparerais à un soleil noir, si l'on pouvait concevoir un astre noir versant la lumière et le bonheur. Mais elle fait plus volontiers penser à la lune, qui sans doute l'a marquée de sa redoutable influence. Non pas la lune blanche des idylles, qui ressemble à une froide mariée, mais la lune sinistre et enivrante, suspendue au fond d'une nuit orageuse et bousculée par les nuées qui courent. Non pas la lune paisible et discrète visitant le sommeil des hommes purs, mais la lune arrachée du ciel, vaincue et révoltée que les sorcières thessaliennes contraignent durement à danser sur l'herbe terrifiée. Dans ce petit front habite la volonté tenace et l'amour de la proie. Cependant, au bas de ce visage inquiétant, où des narines mobiles aspirent l'inconnu et l'impossible, éclate, avec une grâce inexprimable, le rire d'une grande bouche, rouge et blanche, et délicieuse, qui fait rêver au miracle d'une superbe fleur éclose dans un terrain volcanique. Il y a des femmes qui inspirent l'envie de les vaincre et de jouir d'elles, mais celle-ci donne le désir de mourir lentement sous son regard. Les bienfaits de la lune, à Mademoiselle Berthe, Mademoiselle Berthe, qui est la dernière maîtresse de Baudelaire. La lune, qui est le caprice même, regarda par la fenêtre, pendant que tu dormais dans ton berceau, et se dit « Cet enfant me plaît ». Et elle descendit moelleusement son escalier de nuages et passa sans bruit à travers les vitres. Puis elle s'étendit sur toi avec la tendresse souple d'une mère, et elle déposa ses couleurs sur ta face. Tes prunelles en sont restées vertes, et tes joues extraordinairement pâles. C'est en contemplant cette visiteuse que tes yeux se sont bizarrement agrandis, et elle t'a si tendrement serré à la gorge que tu en as gardé pour toujours l'envie de pleurer. Cependant, dans l'expansion de sa joie, la lune remplissait toute la chambre comme une atmosphère phosphorique, comme un poison lumineux, et toute cette lumière vivante pensait et disait « Tu subiras éternellement l'influence de mon baiser. Tu seras belle à ma manière. Tu aimeras ce que j'aime et ce qui m'aime. L'eau, les nuages, le silence et la nuit. La mer immense et verte, l'eau informe et multiforme, le lieu où tu ne seras pas. L'amant que tu ne connaîtras pas. Les fleurs monstrueuses, les parfums qui font délirer, les chats qui se pâment sur les pianos et qui gémissent comme les femmes, d'une voix rauque et douce. Et tu seras aimé de mes amants, courtisé par mes courtisans. Tu seras la reine des hommes aux yeux verts, dont j'ai serré aussi la gorge dans mes caresses nocturnes, de ceux-là qui aiment la mer immense, la tumultueuse et verte, l'eau informe multiforme, le lieu où ils ne sont pas, la femme qu'ils ne connaissent pas, les fleurs sinistres qui ressemblent aux encensoirs d'une religion inconnue, les parfums qui troublent la volonté, et les animaux sauvages et voluptueux qui sont les emblèmes de leur folie. Et c'est pour cela, maudite chère enfant gâtée, que je suis maintenant couché à tes pieds, cherchant dans toute ta personne le reflet de la redoutable divinité, de la fatidique marraine, de la nourrice empoisonneuse de tous les lunatiques. Laquelle est la vraie, l'idéal et le réel? J'ai connu une certaine Bénédicta qui remplissait l'atmosphère d'idéal et dont les yeux répandaient le désir de la grandeur, de la beauté, de la gloire et de tout ce qui fait croire à l'immortalité. Mais cette fille miraculeuse était trop belle pour vivre longtemps. Aussi est-elle morte quelques jours après que j'eus fait sa connaissance, et c'est moi-même qui l'ai enterrée, un jour que le printemps agitait son encensoir jusque dans les cimetières. C'est moi qui l'ai enterrée, bien close dans une bière d'un bois parfumé et incorruptible comme les coffres de l'Inde.
Et comme mes yeux restaient fichés sur le lieu où était enfoui mon trésor, je vis subitement une petite personne qui ressemblait singulièrement à la défunte et qui, piétinant sur la terre fraîche avec une violence hystérique et bizarre, disait en éclatant de rire. C'est moi la vraie Bénédicta, c'est moi, une fameuse canaille, et pour la punition de ta folie et de ton aveuglement, tu m'aimeras tel que je suis. Mais moi, furieux, j'ai répondu. Non, non, non. Et pour mieux accentuer mon refus, j'ai frappé si violemment la terre du pied que ma jambe s'est enfoncée jusqu'au genou dans la sépulture récente, et que, comme un loup, pris au piège, je restais attaché pour toujours peut-être à la fosse de l'idéal. L'idéal, significativement porté en terre, devient un piège. Dans le boulevard, on avait imprimé la folie de l'idéal, mais le mot avait été utilisé à l'alinéa précédent. Fausse, en revanche, laisse entendre par calembour une réponse au titre même, la fosse de l'idéal. Cette femme idéale qui en fait serait la fausse. Un cheval de race. Elle est bien laide. Elle est délicieuse pourtant. Le temps et l'amour l'ont marquée de leurs griffes et lui ont cruellement enseigné ce que chaque minute et chaque baiser emporte de jeunesse et de fraîcheur. Elle est vraiment laide. Elle est fourmi, araignée, si vous voulez, squelette même. Mais aussi, elle est breuvage, magistère, sorcière. En somme, elle est exquise. Le temps n'a pu rompre l'harmonie pétillante de sa démarche ni l'élégance indestructible de son armature. L'amour n'a pas altéré la suavité de son haleine d'enfant, et le temps n'a rien arraché de son abondante crinière d'où s'exhale en fauve parfum toute la vitalité endiablée du Midi français. Nîmes, Aix, Arles, Avignon, Narbonne, Toulouse, ville bénie du soleil, amoureuse et charmante. Le temps et l'amour l'ont vainement mordu à belles dents, ils n'ont rien diminué du charme vague mais éternel de sa poitrine garçonnière. Usée peut-être, mais non fatiguée, et toujours héroïque, elle fait penser à ces chevaux de grande race que l'œil du véritable amateur reconnaît, même attelée à un carrosse de louage ou à un lourd chariot. Et puis elle est si douce et si fervente, elle aime comme on aime en automne. On dirait que les approches de l'hiver allument dans son cœur un feu nouveau, et la servilité de sa tendresse n'a jamais rien de fatigant. Le miroir. Un homme épouvantable entre et se regarde dans la glace. Pourquoi vous regardez-vous au miroir, puisque vous ne pouvez vous y voir qu'avec déplaisir? L'homme épouvantable me répond. Monsieur, d'après les immortels principes de 89, tous les hommes sont égaux en droit, donc je possède le droit de me mirer. Avec plaisir ou déplaisir, cela ne regarde que ma conscience. Au nom du bon sens, j'avais sans doute raison, mais au point de vue de la loi, il n'avait pas tort. C'est quoi ça? Bah merci Baudelaire. Qu'est-ce qu'il raconte? Le port. Le port. Le port est un séjour charmant pour une âme fatiguée des luttes de la vie. L'ampleur du ciel, l'architecture mobile des nuages, les colorations changeantes de la mer, le scintillement des phares sont un prisme merveilleusement propre à amuser les yeux sans les lasser. Les formes élancées des navires, aux gréements compliqués, auxquels la houle imprime des oscillations harmonieuses, servent à entretenir dans l'âme le goût du rythme et de la beauté. Et puis surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour aristocratique qui n'a pas, pour celui qui n'a pas. Et puis surtout, il y a une sorte de plaisir mystérieux et aristocratique pour celui qui n'a plus ni curiosité ni ambition, à contempler, couché dans le belvédère ou accoudé sur le môle, tous ces mouvements de ceux qui partent et de ceux qui reviennent, de ceux qui ont encore la force de vouloir, le désir de voyager ou de s'enrichir. Portrait de maîtresse. Dans un boudoir d'homme, c'est-à-dire dans un fumoir attenant à un élégant tripot, 4 hommes fumaient et buvaient. Ils n'étaient précisément ni jeunes ni vieux, ni beaux ni laids, mais vieux ou jeunes. Ils portaient cette distinction non méconnaissable des vétérans de la joie, cet indescriptible je ne sais quoi, cette tristesse froide et railleuse qui dit clairement « Nous avons fortement vécu, et nous cherchons ce que nous pourrions aimer ou estimer. » L'un d'eux jeta la causerie sur le sujet des femmes. Il lui était plus philosophique de n'en pas parler du tout, mais il y a des gens d'esprit qui, après boire, ne méprisent pas les conversations banales.
On écoute alors celui qui parle, comme on écouterait de la musique de danse. Tous les hommes, disait celui-ci, ont eu l'âge de chérubin. C'est l'époque où, faute de dryade, on embrasse, sans dégoût, le tronc des chênes. C'est le premier degré de l'amour. Au second degré, on commence à choisir. Pouvoir délibérer, c'est déjà une décadence. C'est alors qu'on recherche décidément la beauté. Pour moi, messieurs, je me fais gloire d'être arrivé, depuis longtemps, à l'époque climatérique du troisième degré, où la beauté elle-même ne suffit plus, si elle n'est assaisonnée que par le parfum, la parure, etc. J'avouerai même que j'aspire quelquefois, comme à un bonhomme inconnu, comme à un bonheur inconnu. J'avouerai même que j'aspire quelquefois, comme à un bonheur inconnu, à un certain quatrième degré, qui doit marquer le calme absolu. Mais durant toute ma vie, excepté à l'âge de chérubin, j'ai été plus sensible que tout autre à l'énervante sottise, à l'irritante médiocrité des femmes. Ce que j'aime surtout dans les animaux, c'est leur candeur. Jugez donc combien j'ai dû souffrir par ma dernière maîtresse. C'était la bâtarde d'un prince, belle. Cela va sans dire, sans cela, pourquoi l'aurais-je prise? Mais elle gâtait cette grande qualité par une ambition malséante et difforme. C'était une femme qui voulait toujours faire l'homme. Vous n'êtes pas un homme. Ah, si j'étais un homme. De nous deux, c'est moi qui suis l'homme. Tels étaient les insupportables refrains qui sortaient de cette bouche dont je n'aurais voulu voir s'envoler que des chansons. À propos d'un livre, d'un poème, d'un opéra pour lequel je laissais échapper mon admiration. Vous croyez peut-être que cela est très fort, disait-elle aussitôt. Est-ce que vous vous connaissez en force? Et elle argumentait. Un beau jour, elle s'est mise à la chimie, de sorte qu'entre ma bouche et la sienne, je trouvais désormais un masque de verre. Avec tout cela, fort bégueule, avec tout cela fort bégueule. Bégueule? Bégueule. Terme injurieux qui se dit familièrement d'une femme prude avec hauteur, ou impertinence avec dédain. Si parfois je la bousculais par un geste un peu trop amoureux, elle se convulsait comme une sensitive violée. Comment cela a-t-il fini? Dit l'un des trois autres. Je ne vous savais pas si patient. Dieu, reprit-il, mit le remède dans le mal. Un jour je trouvais cette Minerve, affamée de force idéale, en tête-à-tête avec mon domestique, et dans une situation qui m'obligea à me retirer discrètement pour ne pas les faire rougir. Le soir, je les congédiai tous les deux, en leur payant les arrérages de leurs gages. Pour moi, reprit l'interrupteur, je n'ai à me plaindre que de moi-même. Le bonheur est venu habiter chez moi, et je ne l'ai pas reconnu. La destinée m'avait, en ces derniers temps, octroyé la jouissance d'une femme qui était bien la plus douce, la plus soumise et la plus dévouée des créateurs, et toujours prête, et sans enthousiasme. Je le veux bien, puisque cela vous est agréable. C'était sa réponse ordinaire. Vous donniez, vous donneriez la bastonnade à ce mur ou à ce canapé, que vous en tireriez plus de soupirs que n'en tiraient du sein de ma maîtresse les élans de l'amour le plus forcené. Après un an de vie commune, elle m'avoua qu'elle n'avait jamais connu le plaisir. Je me dégoûterai de ce duel inégal, et cette fille incomparable se maria. J'eus plus tard la fantaisie de la revoir, et elle me dit, en me montrant si beaux enfants, « Eh bien, mon cher ami, l'épouse est encore aussi vierge que l'était votre maîtresse. Rien n'était changé dans cette personne. Quelquefois je la regrette, j'aurais dû l'épouser. » C'est vierge dans le sens où elle n'a jamais éprouvé le plaisir physique. Les autres se mirent à rire, et un troisième dit à son tour, « Messieurs, j'ai connu des jouissances que vous avez peut-être négligées. Je veux parler du comique dans l'amour et d'un comique qui n'exclut pas l'admiration. J'ai plus admiré ma dernière maîtresse que vous n'avez pu, je crois, haïr ou aimer les vôtres. Et tout le monde l'admirait autant que moi. Quand nous entrions dans un restaurant, au bout de quelques minutes, chacun oubliait de manger pour la contempler. Les garçons eux-mêmes et la dame du comptoir ressentaient cette extase contagieuse jusqu'à oublier leurs devoirs. Bref, j'ai vécu quelque temps en tête-à-tête avec un phénomène vivant. Elle mangeait, mâchait, broyait, dévorait, engloutissait, mais avec l'air le plus léger et le plus insouciant du monde. Elle m'a tenu ainsi longtemps en extase. Elle avait une manière douce, rêveuse, anglaise et romanesque de dire « j'ai faim », et elle répétait ces mots jour et nuit, en montrant les plus jolies dents du monde
qui vous eussent attendri et égayé à la fois. J'aurais pu faire ma fortune en la montrant dans les foires comme monstre polyphage. Je la nourrissais bien, et cependant elle m'a quitté. Pour un fournisseur aux vivres, sans doute. Quelque chose d'approchant, une espèce d'employé dans l'intendance qui, par quelque tour de bâton à lui connu, fournit peut-être à cette pauvre enfant la ration de plusieurs soldats. C'est du moins ce que j'ai supposé. Moi, dit le quatrième. Moi, 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 dit le quatrième. J'ai enduré des souffrances atroces par le contraire de ce qu'on reproche en général à l'égoïste femelle. Je vous trouve malvenu, trop fortuné, mortel, à vous plaindre des imperfections de vos maîtresses. Cela fut dit d'un ton fort sérieux, par un homme d'un aspect doux et posé, d'une physionomie presque cléricale, malheureusement illuminée par des yeux d'un gris clair, de ces yeux dont le regard dit « je veux » ou « il faut » ou bien « je ne pardonne jamais ». Si nerveux comme je vous connais, vous, G, lâche et léger comme vous êtes, vous deux, K et J, vous aviez été accouplé à une certaine femme de ma connaissance, où vous vous seriez enfui, vous seriez mort. Moi, j'ai survécu, comme vous voyez. Figurez-vous une personne incapable de commettre une erreur de sentiment ou de calcul. Figurez-vous une sérénité désolante de caractère. Un dévouement sans comédie et sans emphase. Une douceur sans faiblesse. Une énergie sans violence. L'histoire de mon amour ressemble à un interminable voyage sur une surface pure et polie comme un miroir. Vertigineusement monotone, qui aurait réfléchi tous mes sentiments et mes gestes avec l'exactitude ironique de ma propre conscience. De sorte que je ne pouvais pas me permettre un geste ou un sentiment déraisonnable, sans apercevoir immédiatement le reproche muet de mon inséparable spectre. L'amour m'apparaissait comme une tutelle. Que de sottises elle m'a empêché de faire, que je regrette de n'avoir pas commise, que de dettes payées malgré moi. Elle me privait de tous les bénéfices que j'aurais pu tirer de ma folie personnelle. Avec une froide et infranchissable règle, elle barrait tous mes caprices. Pour comble d'horreur, elle n'exigeait pas de reconnaissance. Le danger passé. Combien de fois me suis-je pas retenu de lui sauter à la gorge, en le criant « Sois donc imparfaite, misérable, afin que je puisse t'aimer sans malaise et sans colère !» Pendant plusieurs années, je l'ai admirée, le cœur plein de haine. Enfin, ce n'est pas moi qui en suis mort. Ah, firent les autres. Elle est donc morte. Oui. Cela ne pouvait pas continuer ainsi. L'amour était devenu pour moi un cauchemar accablant. Vaincre ou mourir, comme dit la politique. Telle était l'alternative que m'imposait la destinée. Un soir, dans un bois, au bord d'une mare, après une mélancolique promenade, où ses yeux à elle réfléchissaient la douceur du ciel, et où mon cœur à moi était crispé comme l'enfer. Quoi? Comment? Que voulez-vous dire? C'était inévitable. J'ai trop le sentiment de les quitter pour battre. J'ai trop le sentiment de les quitter pour battre, outrager ou congédier un serviteur irréprochable. Mais il fallait accorder ce sentiment avec l'horreur que cet être m'inspirait. Me débarrasser de cet être sans lui manquer de respect. Que voulez-vous que je fisse d'elle, puisqu'elle était parfaite? Les trois autres compagnons regardèrent celui-ci avec un regard vague et légèrement hébété, comme feignant de ne pas comprendre et comme avouant implicitement qu'ils ne se sentaient pas, quant à eux, capables d'une action aussi rigoureuse, quoique suffisamment expliquée d'ailleurs. Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles, pour tuer le temps, qui a la vie si dure et Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles, pour accentuer le temps, pour tuer... Ensuite on fit apporter de nouvelles bouteilles, pour tuer le temps, qui a la vie si dure, et accélérer la vie qui coule si lentement. Le galant tireur. Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans le voisinage d'un tir, disant qu'il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le temps. Comme la voiture traversait le bois, il la fit arrêter dans le voisinage d'un tir, disant qu'il lui serait agréable de tirer quelques balles pour tuer le temps. Tuer ce monstre-là, n'est-ce pas l'occupation la plus ordinaire et la plus légitime de chacun?
Et il offrit galamment la main de sa chère, délicieuse et exécrable femme, à cette mystérieuse femme à laquelle il doit tant de plaisir, tant de douleur, et peut-être aussi une grande partie de son génie. Plusieurs balles frappèrent loin du but proposé. L'une d'elles s'enfonça même dans le plafond, et comme la charmante créature riait follement, se moquant de la maladresse de son époux, celui-ci se tourna brusquement vers elle et lui dit: Observez cette poupée là-bas, à droite, qui porte le nez en l'air et qui a la mine si hautaine. Eh bien, cher ange, je me figure que c'est vous. Il ferma les yeux et il lâcha la détente. La poupée fut nettement décapitée. Alors, s'inclinant vers sa chère, sa délicieuse, son exécrable femme, son inévitable et impitoyable muse, et lui baisant respectueusement la main, il ajouta: Ah, mon cher ange, combien je vous remercie de mon adresse. Feuille de papier bulle portant, collé sur le papier blanc, un portrait de la plume de Berthe par Baudelaire, et sur la partie gauche la citation autographe incomplète de la fin de La soupe et les nuages. La soupe et les nuages, justement. Ma petite folle bien-aimée me donnait à dîner, et par la fenêtre ouverte de la salle à manger, je contemplais les mouvantes architectures que Dieu fait avec les vapeurs, les merveilleuses constructions de l'impalpable. Et je me disais, à travers ma contemplation, toutes ces fantasmagories sont presque aussi belles que les vastes yeux de ma bien-aimée, la petite folle monstrueuse aux yeux verts. Et tout à coup, je reçus un violent coup de poing dans le dos. Et j'entendis une voix rauque et charmante, une voix hystérique et comme enrouée par l'eau de vie, la voix de ma chère petite bien-aimée, qui disait: Allez-vous bientôt. Allez-vous. Non, je vais pas faire. Allez-vous bientôt manger votre soupe, sacré bougre de marchand de nuages. Le tir et le cimetière. À la vue du cimetière. À la vue du cimetière, estaminette. Singulière enseigne, se dit notre promeneur, mais bien faite pour donner soif, à coup sûr. Le maître de ce cabaret sait apprécier Horace et les poètes élèves d'Épicure. Peut-être même connaît-il le raffinement profond des anciens Égyptiens, pour qui il n'y avait pas de bon festin sans squelette et sans un emblème quelconque de la brièveté de la vie. Et il entra, but un verre de bière en face des tombes et fuma lentement un cigare. Puis la fantaisie le prit de descendre dans ce cimetière, dont l'herbe était si haute et si invivante, et où régnait un si riche soleil. En effet, la lumière et la chaleur y faisaient rage, et l'on eût dit que le soleil ivre se vautrait tout de long sur un tapis de fleurs magnifiques engraissées par la destruction. Un immense bruissement de vie remplissait l'air, la vie des infiniment petits, coupée à intervalles réguliers par la crépitation des coups de feu d'un tir voisin, qui éclatait comme l'explosion des bouchons de champagne dans le bourdonnement d'une symphonie en sourdine. Alors, sous le soleil qui lui chauffait le cerveau et dans l'atmosphère des ardents parfums de la mort, il entendit une voix chuchoter sous la tombe où il s'était assis, et cette fois disait: Maudite soit vos cibles et vos carabines, turbulents vivants qui vous souciez si peu des défunts et de leur divin repos. Maudites soient vos ambitions, maudits soient vos calculs, mortels impatients qui venez étudier l'art de tuer près du sanctuaire de la mort. Si vous savez comme le prix est facile à gagner, comme le but est facile à toucher, et combien tout est néant, excepté la mort, vous ne vous fatigueriez pas tant, laborieux vivant, et vous troubleriez moins souvent le sommeil de ceux qui, depuis longtemps, ont mis dans le seul vrai but de la détestable vie. Perte d'auréole. Eh quoi? Vous ici, mon cher? Vous, dans un mauvais lieu? Vous, le buveur de quintessence? Vous, le mangeur d'ambroisie? En vérité, il y a là de quoi me surprendre. Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l'heure, comme je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage de le ramasser.
J'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les os. Et puis je me suis dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis maintenant me promener incognito, faire des actions basses et me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me voici, tout semblable à vous comme vous voyez. Vous devriez au moins faire afficher cette auréole ou la faire réclamer par la commissaire. Ma foi, non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m'avez reconnu. D'ailleurs, la dignité m'ennuie. Ensuite, je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance. Et surtout un heureux qui me fera rire. Pensez à X ou à Z, hein, comme ce serait drôle. Mademoiselle Bistouri, Bistouri.